Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre? Dans cet épisode, je reçois Claire Ribouillard qui exerce le merveilleux métier de déléguée générale dans le milieu associatif. Alors juste un petit rappel, il s'agit de la seconde partie de l'interview. Donc je ne peux que vous inviter à écouter d'abord la première partie pour avoir une vision complète de son métier. Si c'est le cas, alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Et n'oubliez pas, si l'épisode vous plaît, de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager à votre entourage. Allez, c'est parti! Alors une petite question, en fait, quand on s'était eu au téléphone, tu m'expliquais que ce métier il était super riche et notamment parce qu'en fait, il pouvait être exercé dans un tissu associatif très diversifié en fait, avec des TPA, des PMA, enfin voilà. Est-ce que justement tu peux nous décrire un peu rapidement en fait ce qu'est la réalité de ce tissu associatif? Et je trouve que ça peut être intéressant pour des gens qui veulent travailler dans ce secteur-là, de se rendre compte d'une réalité très variée, quoi, très riche. C'est ça quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure des années. J'aurais jamais non plus pensé que c'était aussi riche. Alors, quelques chiffres clés peut-être pour repositionner le paysage associatif français. Et pardonnez-moi si je suis à plus ou moins 10% à chaque fois sur les chiffres. Donc, il y a environ 1 500 000 associations actives en France. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est fantastique. C'est juste quand même incroyable. T'as raison de le souligner parce que ça prouve en fait une envie d'initiative à tout niveau, quoi. Ouais, t'as raison. Dans certains cas, les enfants, les mineurs ou les très jeunes peuvent aussi être dans des associations. Enfin, il y a aussi l'engagement citoyen, il peut être très très jeune en fait. C'est ça qui est incroyable. Tu en parlais tout à l'heure des jeunes qui parfois, dans les podcasts que tu écoutais, qui sont incroyables, et oui, ils peuvent le faire aussi en association. Donc voilà, 1 500 000, et donc il y en a énormément en France, mais il y en a aussi dans le monde entier. Et c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que ce statut de l'associatif, avec des différences de statut juridique liées au pays, mais il se retrouve partout dans le monde. C'est une richesse incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il y a 70 000 nouvelles associations qui se créent chaque année, mais il y en a 30-40 000 qui disparaissent chaque année. Ok. Voilà, donc on se retrouve avec plutôt 30-40 000 nouvelles par an. Voilà, ça. Et ça, ce chiffre de 30 000 qui ferment chaque année, c'est un chiffre aussi qui est très inquiétant. C'est énorme en fait. Alors parfois, c'est parce que c'est une volonté d'arrêter l'association qui n'a plus d'objet. Oui, à titre personnel ou... voilà, ça peut. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est plutôt que c'est tellement difficile en fait de piloter une association. Ça demande du temps, de l'énergie, ça demande énormément de technique puisque c'est un métier en fait aussi. Et donc il y en a en fait qui, quand les fondations sont pas suffisamment solides ou il y a des choses un peu plus fragiles, boum, une subvention qui tombe plus, plutôt un accident de subvention, bam. Ou une présidente qui refuse le changement, bam, ou d'un DG qui peut-être pas à la bonne place, bam. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça peut tomber en fait. Okay. Même avec des gens formidables qui poussent, qui tirent. Oui, mais je fais le parallèle par rapport à toutes les startups qui se créent. Tu peux avoir une bonne idée si derrière la personne elle gère pas bien, ou si par exemple il s'associe avec une personne et puis l'entente n'y va. Voilà, on dit souvent que les leveurs de fonds, un des premiers critères qu'ils regardent, c'est la cohésion au sein de l'équipe et s'il y a des associés, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils vont être complémentaires, quoi. Donc toutes ces mêmes raisons, on peut les appliquer à une vie d'association, quoi. Ouais, ok. Oui, avec la difficulté de financer un impact et qui rend le modèle économique tellement complexe, mais complètement. Et puis alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que on avait dit 1 500 000 associations, et à ton avis, combien est-ce qu'il y a d'associations qui emploient des salariés? Oh la vache, est-ce que je te l'avais dit? Est-ce qu'on l'avait préparé avant? Tu m'avais dit, mais j'ai pas souvenir. Alors, je te le dis. Attends, allez au pif, 10%, 20%? Exactement. 10%? Ouais, c'est ça. Ouais, 10%. Seulement 10% des associations emploient du personnel salarié, donc à peu près 160 000, on va dire ça, 160 000 associations qui sont employeuses, qui ont au moins un salarié. Enfin, c'est rien. C'est rien. Ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout. Attends, ça veut dire que les autres fonctionnent que 100% avec des bénévoles, en gros. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais. Ok. C'est ça. Donc c'est énorme, c'est quand même incroyable. Ouais. Et même dans les associations qui salarient, on va dire que dans la globalité du staff, il y a combien de membres employés? Tu vois ce que je veux dire? Sur une association qui a 100 membres, il y a quoi? Il y a que 2 salariés. Tu disais 5 en moyenne d'ailleurs. C'est ça? Tu disais que c'était le truc un peu typique, c'est 5 salariés, quoi, c'est ça? Oui, c'est un peu typique, entre 2 et 5 salariés, c'est vraiment le plus classique. En fait, alors là, c'est marrant, on peut faire un parallèle avec le monde de l'entreprise.
On sait que dans le monde de l'entreprise, dans le monde du lucratif, on a surtout genre 90%, j'ai peut-être une bêtise, tu en sais plus que moi, mais genre 90% de TPE, PME. Ouais. Et puis un tout petit peu de ETI, un tout petit peu de multinationales et des grands groupes, quoi, rien du tout presque. En fait, le paysage des associations est un peu similaire. On a une très grosse partie, genre 90% des assos qui sont très petites. Donc, dans les 10% qui sont employeuses, on en a 90% qui emploient moins de 10 salariés. Ok. Donc, c'est des TPA, très petites associations. Et donc, les 10% restants vont être les grosses associations, souvent les historiques, les grosses du secteur, qui ont énormément de salariés. Ok, super intéressant. Et alors, justement, ça m'amène Enfin, à moins que tu veuilles dire quelque chose d'autre sur le tissu associatif, est-ce que... Alors, je voulais parler de salariés, donc ça, on l'a fait grâce à toi. Et puis, oui, si les segments, peut-être les segments associatifs. Oui, tu as raison. Donc, je vais faire des gros pourcentages qui d'ailleurs se collent peut-être pas très bien, mais en gros, on a 70% du monde associatif qui est dans le médico-social. Dans le médico-social, c'est ça que tu viens de dire ? Voilà. D'accord. Oui, il y a énormément dans la santé et médico-sociale, il y a énormément d'associations qui prennent le relais de l'État ou des territoires pour gérer des EHPAD, pour gérer des IME, gérer des structures qui accueillent des jeunes ou des personnes avec un handicap, pour aider les parents d'eux, les familles d'eux, les foyers de vie, les centres, médico-social. Ok. Énorme. D'ailleurs, c'est là où il y a le maximum de salariés dans les associations. C'est là où il y a beaucoup de salariés. Et puis, on va avoir un tout petit peu on va avoir sinon après 10% d'associations dans la culture, patrimoine, voilà. On va avoir 10% d'associations sportives. Et puis, on va avoir, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais 10% d'associations d'entreprises, territoires. D'associations de développement économique ou d'associations d'entreprises. Donc, c'est là où tu peux retrouver, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure sur le tourisme territorial, par exemple. Ok. Par exemple, le tourisme, surtout les associations d'entreprises, les filières d'activité, les filières économiques, ce genre de structures, ou les clubs d'entreprise, les crabes d'entreprise, les clusters, les pôles de compète, ce genre de choses. Ok. Bon, alors tout à l'heure tu disais qu'effectivement il y avait une majorité d'associations qui comportaient des non-salariés, donc des bénévoles. Et alors moi ça m'amène une question. C'est en fait comment, j'imagine que ça demande en fait des techniques de management vraiment très spécifiques parce que t'es pas dans un rapport on va dire hiérarchique classique comme tu peux le retrouver en entreprise. Donc est-ce que ça tu peux nous expliquer un peu ce que ça requiert comme qualité, comme technique un peu spécifique ? Carrément. Alors, je trouve que c'est vraiment une des qualités ou une des compétences clés des DG. Et c'est le management, moi j'appelle ça le management non hiérarchique. Ouais. On peut l'appeler autrement, hein. Moi je l'appelle comme ça. Et effectivement, c'est comment est-ce que l'on arrive à manager des personnes avec qui on n'a aucun lien hiérarchique. Donc, c'est-à-dire ça va être la gouvernance. C'est plutôt eux qui ont une hiérarchie sur nous. Donc, comment on arrive à manager la gouvernance, comment on arrive à manager les bénévoles, les membres. Voilà, c'est ça. Et bien, en fait, ça, je pense que ça demande beaucoup de qualité interpersonnelle. En fait, dans le métier de DG, on va beaucoup être sur les soft skills. On a besoin de hard skills sur toutes les fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et on peut en plus se former. Exactement, toutes les missions, tu as intérêt à bien savoir gérer effectivement quand même concrètement le marketing, la com et puis la finance aussi, et les RH, enfin bref. Tout ça, c'est des hard skills, mais on peut se former à tout ça, etc. Après, on va beaucoup être sur les soft skills et on peut aussi affûter ces soft skills. On peut aussi se former de plus en plus à ça. Mais je trouve que le métier de DG, il repose beaucoup sur les soft skills, donc sur la capacité qu'on va avoir à écouter. Ouais. C'est beaucoup d'écoute active. Et c'est de l'affluence, de la diplomatie. Attention, c'est pas de la manipulation, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais il faut être capable de parler un langage en fait universel. Ouais, puis moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que forcément, comme tu t'adresses à des bénévoles, ça veut dire que tu dois sans cesse t'attacher en fait à être hyper vigilant, à communiquer du sens à ce que tu leur demandes et aux actions qu'ils mènent. Ce que tout bon manager en entreprise devrait faire tout le temps, sauf que ça passe toujours derrière, honnêtement, parce qu'on est tous, je ne sais pas pour quelle raison, soit pas formés, soit tous stressés par les actions à mener, mais concrètement, on utilise vachement les leviers de rapport hiérarchique classique, c'est-à-dire dit caricaturalement carotte et bâton. Et envie de la personne en dessous de progresser et je trouve qu'en fait on emploie peu en fait cette matière de donner du sens à ce que font les gens, mais ça j'imagine que ça c'est le premier levier que vous devez vous exploiter quoi, parce que sinon une personne elle vient pas quoi, elle est pas payée, elle prend sur son temps perso, elle a un autre boulot à côté, ok. Dans les associations et dans le métier de DG, on manage à la cause, on manage à l'envie, on manage à l'impact.
en fait. Tout ce qu'on fait, nous, c'est donner envie aux personnes de s'impliquer, donner envie d'aider, donner envie de donner. Et simplement, ce qu'il faut, c'est dans les soft skills, c'est d'être capable de repérer les zones de génie des personnes. Alors, on affûte tout ça depuis des années. Moi, je suis pas arrivée DG comme ça en sachant tout faire du tout. Hein. Et encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours. Mais on arrive à affûter ça et toujours revenir à la cause. C'est ça qui donne aux gens envie de s'engager, en fait. Et quasiment toutes les personnes que l'on voit dans les associations, elles ont été touchées par un parcours de vie où il y a eu une souffrance, où ils ont vu une souffrance ailleurs, chez l'autre. Ouais. Et ils ont envie d'aider. Et donc, on a des gens qui ont été touchés, en fait. Donc, nous, en tant que DG, c'est comment est-ce qu'on arrive à permettre aux personnes d'avoir cet engagement associatif et d'aller au bon endroit. Parce que il faut pas, comme tu as dit, les personnes ont peu de temps. Ils sont débordés, font un job à côté, etc. Donc, c'est comment on arrive à les mettre à leur proposer de s'impliquer au bon endroit pour eux, qui vont s'éclater. Et où ils sont dans leur zone de génie. Ouais, super intéressant. Ça, pour la gouvernance, c'est hyper important parce que les membres, les DG, une de nos challenges, c'est de faire en sorte que la gouvernance soit bien impliquée, bien présente, bien là. Et bien pour ça, il faut mettre les personnes sur leur zone de génie. Et pour les membres, après, c'est la même chose dans les groupes de travail, dans les commissions, dans les actions, dans les projets. C'est ça, c'est comment on repère. Pour moi, la zone de génie, c'est là où on adore faire ça, et en plus, on est très bon pour faire ça. Et alors, il y a un autre truc en t'écoutant, en fait, je me dis que, tu sais, il y a une thématique qui revient de plus en plus dans les entreprises avec une volonté de co-construction, notamment via le lead management, c'est ceux qui font, qui savent, etc. J'imagine que la co-construction, c'est un point qui peut être assez intéressant et exploité, en fait, utilisé de votre côté ou pas ? Ah si, en fait c'est tellement évident que je crois que je l'ai pas dit. Et c'est fou, je me rends compte que pour moi c'est tellement ce qu'on vit depuis toujours que je l'ai pas dit. Effectivement, on est beaucoup dans le management participatif et on est toujours en co-construction. On décide jamais seul dans une association. Ça fait partie des choses qui peuvent être différentes de l'entreprise. L'association elle appartient à ses membres et ça faut jamais l'oublier. Elle appartient pas au DG, elle appartient pas à là où la présidente, elle appartient à ses membres. Et donc, on décide jamais tout seul. Le DG est là pour aider la gouvernance à trancher ou prendre les décisions quand ça relève de son champ de compétence, c'est-à-dire de trancher soi-même. Effectivement, on est toujours dans la co-construction. Et de toute façon, une association où ça reste au niveau du CA ou du bureau et où la force des adhérents n'est pas exploitée et les gens ne sont pas emmenés, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Ok, super intéressant. Mais à l'inverse, ça veut dire, tu viens de le dire à l'instant, qu'en tant que délégué général, il y a un moment donné, c'est quand même toi qui prends certaines décisions. Donc ça demande une stature qui est super compliquée, c'est-à-dire que tu dois à la fois être dans la co-construction, puis en même temps, c'est toi qui tranches et c'est toi qui décides. Parce qu'il faut aussi amener les gens là où tu sais que c'est le plus efficace. Parce que là, toi, tu as la compétence de diriger la strate, quoi. Exactement. Alors, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que en tant que DG, on a la posture est délicate. Et la posture du DG, elle est hyper importante parce que déjà, il faut imaginer que la gouvernance ne sait pas quel est notre métier, ne sait pas exactement ce qu'on peut faire pour eux. Les membres, ils en savent encore moins et c'est normal parce qu'ils sont moins dedans. Mais c'est vrai, on peut pas tout connaître. Moi, alors que je dirigeais ma dernière organisation avant de faire Assopreneur, c'était une filière professionnelle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la logistique. Je l'ai dirigé pendant 9 ans, de la création à plus 9 ans. Et en fait, il y a des adhérents qui étaient avec moi depuis 9 ans. Et parfois, entre 2 événements, parce qu'on faisait 80 événements par an, donc on se voyait quand même beaucoup, entre 2 événements, ils me disaient, mais en fait, Claire, déléguée générale du PIL, c'est ton métier ? Tu fais ça tout le temps ? Et c'était trop rigolo, en fait, parce qu'ils n'en savent rien du tout. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est pas grave. Donc, du coup, je me suis perdue, excuse-moi. Non, on disait qu'effectivement, c'était une difficulté de la posture, en fait, de délégué général. Voilà. Oui, voilà, merci beaucoup, merci Julie. Donc oui, la posture, c'est que il y a un moment, je pense que le DG, comme nous, c'est notre métier de diriger, piloter et pérenniser cette structure, on est à la meilleure place, en gros, pour voir tout ce qui se passe. On a la vision qui est à 360 degrés, et donc on sait où il faut aller. Et on le sait parce on le fait, on demande aussi à la gouvernance toujours, est-ce qu'on est dans le bon truc, on demande aux membres, est-ce qu'on s'est pas trompé, à chaque fois, il faut toujours partir du haut en bas, il faut toujours faire, il faut que tout se croise en fait. Il faut que ça se croise en latéral, il faut que ça se croise en vertical, en horizontal. Un DG qui travaille tout seul, ça marche pas, ça va pouf, capoter. Donc, il y a un moment où on sait. Moi, je dis toujours aux DG, à mes collègues ou aux gens parce que je suis mentor de DG maintenant, je dis toujours aux DG que c'est nous et c'est eux qui savent ce qui est le meilleur pour l'association. Mais simplement, on ne peut pas y aller tout seul. Et donc, c'est là où il va y avoir le travail d'écoute active et où on va aider la gouvernance
à aller et à voir les choses. Et en fait, c'est le temps de l'accompagnement au changement. Il y a beaucoup d'accompagnement au changement. Si nous, en fait, avoir raison trop tôt, ça c'est pas bon. Et c'est pour plein de choses. Je crois que c'est aussi bon au niveau d'un marché lucratif, c'est la même chose. Non, mais tout ce que tu dis, moi, résonne vachement dans toutes les expériences que j'ai eues dans les entreprises. Parce que gouverner en tant que DG tout seul, on a vu ce que ça. Enfin, ça marche pas. Donc, quand on sait où on veut aller, et ben en fait, il suffit de savoir quels sont les cycles de l'accompagnement au changement. Et si on y va trop fort, la gouvernance, elle va dire non, toujours fait comme ça, pourquoi on changerait Et en fait, c'est juste qu'il faut y aller doucement. Et il faut amener les personnes, il faut les faire réagir. En fait, on est beaucoup dans. Quand tu parlais de la co-construction, et ben c'est là où, en fait, nous, on voit, par exemple, l'iceberg qui arrive, là, qui va taper le bateau. On le voit. Simplement, la gouvernance ne le voit pas, elle est en train de danser dans le bal, tout ça, tout va bien. Mais non, mais pas du tout. Pourquoi on braquerait? Et j'exagère un petit peu, hein. Mais. En gros, c'est comment on va réussir à les faire travailler sur les amener, faire des jeux, faire des ateliers, prendre le temps de l'accompagnement au changement pour dire voilà, vous voyez, si jamais on voit un iceberg arriver, il va falloir qu'on tourne. Enfin, je n'ai jamais pris cette allégorie, je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi elle est venue là. Mais en tout cas, voilà, il faut que l'on amène la gouvernance à prendre les bonnes décisions. Ouais. Voilà. Donc, c'est parfois un travail de l'ombre, en fait. Et du long terme, parce qu'en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut voir en fait par étapes. C'est que toi, tu vois les 2 ou 3 étapes suivantes, mais tu sais qu'il va y avoir des paliers avant, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et il y a une autre question par rapport à la posture, c'est est-ce que c'est pas compliqué parfois, en fait, d'avoir cette position de délégué général qui est quand même dans, il faut pas se mentir, quoi. Tu vas chercher des financements, tu vas chercher de la productivité aussi dans les actions. Enfin, en gros, est-ce que t'es pas le méchant capitaliste au sein des associations, quoi? Et comment ça se vit, quoi, cette image-là, quoi? Ah, je veux dire, alors moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. Et on me l'a pas trop renvoyé, sauf quand je parle de modèle économique et qu'il faut gagner plus d'argent, récolter plus d'argent qu'on en dépense. Ça, parfois, on me dit les associations, mais non, on ne doit pas gagner d'argent. Donc oui, non, je pense que Non, mais si toi, tu parles de rentabilité, tu parles de productivité, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des mots sales, quoi, qu'on n'a pas envie d'entendre en association? Et pourtant, si tu veux la rendre pérenne, t'en as besoin, quoi. ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre du monde associatif et du segment associatif dans lequel tu es. En fait, il y a des habitudes par segment associatif. Par exemple, dans le segment associatif du médico-social, tout le monde sait que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça va se passer la figure. Il y a des segments associatifs qui sont plus au courant des réalités ou qui les appréhendent. Voilà. Là encore, je prends des gants parce que je vais un petit peu généraliser, mais là où ça se voit le plus, où il y a des gros mots que sont modèle économique, où ça va être gagner plus d'argent, l'association doit gagner de l'argent, elle ne doit pas finir à zéro, sinon si elle n'a pas de trésorerie, elle va mourir. Enfin, là où on peut le voir et où c'est le plus difficile à entendre, ça va être chez les associations militantes. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est là où on a un historique aussi associatif, c'est qu'au départ, les associations, elles sont aussi là pour lancer des alertes, faire bouger les lois, et c'est le peuple qui s'indigne et qui font bouger les choses. Donc les associations militantes, c'est une partie très spécifique des associations où les codes sont un petit peu différents, parce qu'on a dans la gouvernance des personnes qui sont militantes d'une cause. Et donc parfois, c'est des gens qui sont un peu plus historiques, qui sont là depuis plus longtemps, qui aiment moins le changement. Et au contraire, ils se battent pour des changements, mais ils n'aiment pas trop le changement quand même. Enfin, c'est assez rigolo. Et donc, oui, je pense que le plus difficile, là où on peut peut-être être pris pour un méchant capitaliste, peut-être ça pourrait être là, mais sincèrement, les DG ne sont pas pris pour des méchants capitalistes. Parce que, en fait, quand on est DG, on porte une cause. On porte une cause qui nous a touchés nous aussi. Hein. Moi, je suis persuadée qu'on est touché par la cause que l'on pilote. Hein. Et on donne tellement de soi. Enfin, quand on est DG, à un moment, à partir de, je sais pas où est-ce qu'on met la barrière, mais à partir de 50 heures par semaine, on est bénévole pour son asso. Moi, j'ai toujours dit que j'étais DG et bénévole parce que, comme j'adorais ce que je faisais, j'ai toujours fait 70 heures par semaine, en fait, à peu près. Je travaillais là sur la plage en été parce que j'adorais ça. Répondre à un adhérent au téléphone, c'est juste le bonheur. Porter des projets, faire avancer les choses, voir que les actions elles avancent et que les gens sont aidés, c'est fantastique. Et là, du coup, c'est peut-être pas ce que tu voulais aborder, Julie, mais ça me fait penser à un sujet peut-être qui est important, c'est la notion de burn-out dans ce métier-là. Parce que tu vois, la limite entre... quand tu as un travail passion, la limite entre vie professionnelle et vie salariée, elle est très floue. Et quand tu as un travail de cause, métier de DG, par exemple, la limite entre la cause que tu portes, les bénéficiaires, l'impact que va avoir la structure et ta vie perso, franchement, surtout quand tu as été touché toi ou que tu embrasses la cause, il n'y en a plus. Et moi, je l'ai vécu, je me suis un peu perdue dedans, à travailler tout le temps, mais parce que j'avais pas l'impression de travailler, parce que c'est juste génial. Et puis, les membres,
les adhérents, la gouvernance, ça devient une famille professionnelle, ça devient une famille associative aussi. Oui, puis tu vois les gens qui s'engagent pour cette cause-là de façon bénévole, donc tu te dis, presque il y a une responsabilité aussi à assurer et tout ça, quoi. Ouais. Exactement. C'est comment je peux arrêter, moi, à 19h le soir ou à 20h quand j'ai telle et telle personne Qui qui je bosse le demande de venir un week-end. samedi. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Quand il y a telle et telle personne qui vont venir le soir pour un CA, une AG, qui vont appeler telle personne. Enfin, comment on fait? C'est très difficile pour les DG de mettre une limite et de ne pas exploser en plein vol. Je trouve ça super intéressant et du coup, quelle technique, toi, tu as pu trouver pour mettre des solutions en place, quoi? J'en ai pas trouvé. Enfin, maintenant, avec le recul, j'essaye. Mais sincèrement, pendant 15 ans, non, je n'ai pas trouvé. Je me suis explosée en plein vol. J'étais à la limite du burn-out plusieurs fois, et où ce sont les collègues et les amis et la famille qui te disent, mais Stop. Ouais. ouais, il y a une personne qui m'a dit, Claire, tu as toujours Les rides, ah oui, t'as je vois toujours très bien. le Oui, front. ouais, on l'a tous, ça, celui-là, quand tu es concentré. Mais quand tu es concentré, que tu travailles trop, tu as ce stress. Et à un moment, quelqu'un m'a dit, mais Claire, maintenant, tu as ça tout le temps là. Entre les Et yeux, ça, là, ouais, on l'a tous, quoi. Ouais. et ça m'a fait réaliser que, mais oui, attends, c'est pas moi ça. Moi, je suis en train de rigoler, de sourire, de voler, de légèreté. Et ben, ouais, donc moi je me suis éclatée en plein vol, c'est clair. Je travaillais tout le temps et en plus le risque de travailler tout le temps et de mettre une locomotive qui va à 200 à l'heure, genre en mode TGV, c'est parce que c'était ma façon comme ça de travailler que j'avais. Bah, c'est qu'après le jour où tu te dis ouf, je repasserais bien la petite locomotive de campagne, mais tu peux pas parce que tu as les wagons qui sont poussés et boum, tu as l'espèce de, tu vois ce que je veux dire, la force l'énergie, L'inertie. tu as la force d'inertie et tu as lancé t'as porté quelque chose qui avance à la fusée. Ça s'arrête pas parce que toi, le DG, tu es fatigué. Et en fait, tu te rends compte que tu es explosé en plein vol au niveau de l'atmosphère. Ouais. Donc, c'est très dangereux. Et je crois que quand on commence, on est tellement porté par sa cause qu'on ne se rend pas compte de ça. Puis en plus, on a du temps. Moi, j'ai commencé, j'avais 23 On ans. est Donc, plus jeune, ouais, exactement. voilà, Ouais. j'avais pas la famille, tout ça à gérer, ni rien du tout. Enfin, j'avais tout mon temps pour ça. Et donc, c'est dangereux. Et je pense que le burn-out chez les délégués généraux, il est très présent. On n'en parle pas du tout. Ça aussi, c'est un petit peu tabou. Mais parce qu'aussi, on ne s'en rend pas compte, en fait. OK. Bon, bah, c'est bien que tu l'aies abordé. Alors après, concrètement, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier, moi, je voudrais savoir comment on accède à ce type de poste. Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Est-ce qu'il y a différents grades avant d'arriver à ce métier-là? Enfin, voilà. Alors très concrètement, il n'y a pas de diplôme délégué général. Ça n'existe pas. Mon rêve, c'est vraiment de créer une école des DG, un métier, un diplôme. Alors, ce sera un master 2 DG, voilà. C'est mon rêve. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Pour l'instant, vous allez trouver on peut trouver en fait des petits bouts de formation qui vont être liés. Par exemple, moi, j'ai fait master 2 marketing territorial, développement économique des territoires. Boum, ça m'a fait rentrer dedans direct. Il y a des formations en école de commerce où il va y avoir forcément maintenant, il y a toujours économie sociale et solidaire. C'est ce que j'allais te dire, ouais. OK. Toutes les formations aujourd'hui ont ajouté un module à toutes leurs formations de niveau bac plus 4, bac plus 5. Il y a toujours un module économie sociale et solidaire et de plus en plus, il y a des écoles spécialisées dans souvent la solidarité internationale. Il y a des écoles comme ça spécialisées. Bon, il y a l'école de Bioforce qui est la plus connue, qui est l'école de l'engagement humanitaire. Mais il y a d'autres écoles, plus écoles de commerce, etc., qui vont être sur l'engagement international. Donc là, on est plus sur l'ONG en fait. L'ONG à l'international, qui est génial. Mais il n'y a pas vraiment de diplôme sur être délégué général aussi, pourquoi pas en France, quoi, en fait, tout simplement. Et moi, c'est ce que je voudrais créer, parce que je pense que ça manque. Et il y a des techniques, en fait, il y a des soft skills et des hard skills à avoir, et je voudrais avoir un diplôme comme ça qui mêle les deux complètement. Et donc, comment on peut y arriver pour quelqu'un qui a envie de faire ce métier? On peut y arriver comme je l'ai fait moi en sortant de mes études et puis se lancer sans savoir exactement où on va. On peut y arriver par hasard et on peut aussi avoir déjà 20 ans d'expérience et avoir envie de se rendre compte qu'on a envie de plus de sens. Moi, c'est ce que je vois beaucoup, hein, plus de sens, plus d'impact, ou retrouver des choses qui sont plus liées à son parcours de vie. À nouveau, à l'associatif, souvent il y a une souffrance ou une blessure qu'on a eue, qu'on a vue, et en tout cas que l'on veut changer. Et donc, il y a des personnes qui ont fait 20 ans en entreprise et qui font ou pas une petite formation, ou pas un accompagnement il y a plein d'instituts qui donnent du sens à son métier. Il y a plein de gens comme ça qui vous aident à faire une transition professionnelle. Et donc, on peut tout à fait prendre un poste de DG comme ça, boum, en arrivant d'une expérience d'entreprise. Ouais, super. OK. À un moment donné, on a envie de donner. Venez. OK. Et alors, en termes de statut, quand tu es délégué général, est-ce que c'est salarié ou à l'inverse, tu peux avoir un statut, je sais pas, genre non salarié, t'as pas le chômage? Enfin, concrètement, t'as quoi comme position? C'est une très bonne question. Ça me permet peut-être de resituer. Il y a 2 types d'équipes dans une association. Comme ça va répondre à ta question. Il y a l'équipe qui est adhérente de l'association ou qui va être bénévole de l'association. Ça va être les adhérents, les bénévoles, donc les gens élus dans la gouvernance, etc. Les présidents, trésoriers, bureaux, secrétaires, etc. Ça, c'est l'équipe élue et c'est l'équipe bénévole de l'association. Et puis, pour 10% d'entre elles, il y a une équipe salariée.
Et là, ça veut dire qu'on a un contrat de travail. Okay. Quel que soit le contrat de travail, parce que selon les segments associatifs, par exemple dans le médico-social, il y a plein de contrats différents. Dans l'éducation populaire, il y a plein de contrats aidés. Il y a différents segments avec des mécanismes pour aider c'est pas que du CDI, du CDD. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des alternances, il y a des apprentissages, il y a plein de choses. Donc voilà, on est salarié, on a un contrat. Et donc dans ces cas-là, on va avoir. Tu as la même couverture qu'un salarié en privé, quoi. Ok. En fait, une association qui recrute, et c'est ça où c'est un petit peu dommage dans mon plaidoyer, je pense que j'aimerais bien un jour faire prendre conscience de ça au monde supérieur des ministres, qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que quand on est une association et qu'on recrute du salarié, on est considéré par l'URSSAF comme une entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun allègement de charges sociales. C'est quand même pas normal. Alors que dans l'économie sociale et solidaire, par exemple les sociétés coopératives, quand tu recrutes, tu vas avoir des allègements de charges sociales parce que tu es dans l'économie sociale et solidaire. Mais les associations, c'est 90% de l'ESS quand même. Et quand elles recrutent, elles sont considérées comme des entreprises. Mais c'est pas normal. Je me dis, c'est pas normal. Non, mais effectivement, ça paraît pas très logique. Ouais, ok. Et alors, en termes de salaire, c'est quoi? Est-ce que c'est quel est le niveau? Alors, c'est peut-être compliqué, hein, j'imagine, puis ça doit être très dépendant de la structure dans laquelle tu travailles, hein, c'est ça? J'imagine que tu dois avoir des fourchettes assez larges, hein? Ouais. Exactement. Ça dépend beaucoup de la structure, ça dépend du segment associatif, ça dépend des codes, ça va dépendre aussi de la taille de la structure, de ses capacités financières, ça va dépendre du territoire où elle est implantée. Si vous êtes un DG d'une association nationale à Paris, vous n'allez pas gagner pareil qu'un DG d'une association régionale à Lyon ou à Lille ou à Marseille ou ailleurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on va dire hors Paris, qui est toujours un peu différent. Hors Paris, un DG d'une structure, on va dire régionale, un peu classique, on va être autour de 40, entre 30 et 45, 50 max. Voilà, ça va être soin de ça. Pour les structures beaucoup plus grosses, parce que là je te parle du commun, hein, c'est-à-dire les structures qui ont moins de 10 salariés, hein, qui représentent la majorité, hein, une très très grosse majorité. Et pour les 10% de très grosses associations qui ont beaucoup de salariés, où le DG en fait a parfois de 20 à 500 salariés, enfin, c'est énorme. Hein. Là, on peut avoir des salaires qui vont aller plus de 50 à 100 KE. Et si on est à Paris, on est plus de 70 à 90. Après, j'ai vu des postes de DG à Paris à 30 KE. Hein. Parce que c'est des petites assos militantes, il n'y a pas beaucoup de budget, on fait comme on peut avec les bouts de ficelle, comme d'hab. Hein. On fait toujours. Dans l'associatif, il y a aussi un truc, c'est qu'en tant que DG, on est très fort en design thinking. Là, j'ai découvert qu'il y avait depuis quelques années, on n'entend pas de design thinking. Quand nous, depuis déjà 10-15 ans, voire plus, on fait ça, c'est-à-dire imager les choses, trouver en créativité, etc. Donc, on est très fort en design thinking, on est très fort en co-construction, en management participatif, et on est très fort en innovation frugale. C'est toujours faire beaucoup avec pas grand-chose. Et toujours faire plus avec moins. L'agilité, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça que tu m'avais dit effectivement que le monde non lucratif avait beaucoup à apprendre au monde lucratif sur tous ces éléments-là, quoi. Ouais, ok. Et à l'inverse, moi, j'ai mis beaucoup de mes codes quand même, qui sont des codes mes lectures de quand j'étais gamine, management et capital. Enfin, c'est des codes très du monde lucratif, hein, beaucoup. Et moi, j'ai toujours voulu travailler avec des entreprises. J'ai eu la chance de commencer ma carrière de DG dans des associations avec des entreprises qui sont quand même des associations très structurées. Avec cette notion avec des indicateurs, la notion d'indicateur en fait, voilà. Et ça m'a appris énormément et j'ai pu en fait aussi mettre beaucoup de ma vision qui est j'aime bien que les choses soient bien quand même bien structurées, bien cadrées. Enfin voilà, ça c'est. Enfin, j'aime bien être très très libre dans quelque chose de quand même de structuré parfois. Et donc oui, ça je pense que c'est important. Ok. Voilà, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton association. Tu as créé donc Assopreneur et d'ailleurs il y a un podcast qui va avec. Est-ce que tu peux nous en parler et puis voilà pourquoi tu as souhaité monter cette association? Je crois que tu nous en as un peu parlé au fur et à mesure de l'interview, mais quand même voilà ce qui t'a motivé, c'est quoi sa mission, voilà. Oui, merci beaucoup Julie. En fait, justement, c'est que dans toute ma carrière de DG, j'ai vu beaucoup de DG autour de moi qui n'étaient pas à l'aise dans leur posture, qui ne savaient pas exactement ce qu'ils pouvaient faire pour les assos. Donc, j'avais envie de faire quelque chose pour le métier, pour aider. Puis c'est un métier qui est difficile. Enfin, j'en ai parlé quelquefois des difficultés que j'ai eues. Voilà, c'est un métier que je trouve vraiment difficile. Et donc, je me suis dit aussi, quand on veut entreprendre différemment, quand on veut entreprendre en association, on doit prendre un peu le métier de DG. Et donc, je me suis dit, pour des personnes qui sont
qui sont avocats, infirmières, qui sont ouvriers, boulangers, peu importe, et qu'on veut créer une association, on doit apprendre le métier. Et donc, on doit apprendre un nouveau métier. C'est difficile. C'est déjà pour nous, DG de métier, les techniques sont compliquées. Alors, pour des personnes qui ont un autre métier, il va falloir en apprendre un autre, c'est encore plus dur. Et donc, j'ai créé Assopreneur, les 2 cofondatrices, avec Chloé Léouette, qui est une amie une amie de longue date, avec qui finalement on s'est retrouvés à aussi entreprendre ensemble, donc c'est trop génial. Donc Assoprendre. Et donc on a créé Assopreneur pour mobiliser les délégués généraux de métier, donc avoir ce plaidoyer sur ce métier-là, le faire connaître et reconnaître, et puis pour aider toutes les personnes qui veulent entreprendre en association. C'est mon côté un peu bisounours. Moi, je suis persuadée qu'on peut avoir une autre économie et que l'entrepreneuriat, qui est fantastique, j'ai toujours aimé ça, je te l'ai dit, du coup, il peut se faire l'entrepreneuriat autrement. Il peut se faire avec le statut formidable d'association, qui est finalement celui dans lequel j'ai travaillé toute ma vie et dans lequel j'ai rencontré des gens exceptionnels et avec des impacts incroyables. Donc voilà, Assopreneur, c'est ça. Et avec le recul, en fait, si tu devais donner en une phrase un conseil à tous ceux qui entreprennent justement dans une association, quel conseil tu leur donnerais pour garantir un peu d'aller vers le succès pour leur projet? Le conseil que je leur donnerais, c'est de suivre la méthode des 4 piliers, qui est parce que c'est la première chose que j'ai faite, en fait, Julie, c'est que je me suis exactement posé cette question. Quand j'ai dit, allez, je vais Assoprendre, je vais entreprendre Assoprendre, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait, est-ce qu'il doit bien avoir une méthode pour faire en sorte qu'une association elle soit pérenne. C'est pas possible qu'il y ait que 30 ou 40 000 associations par an disparaissent. Moi, j'en ai vu plein autour de moi disparaître. Ça m'a fait mal au cœur. Et donc j'ai écrit une méthode. Et cette méthode, elle a 4 piliers, elle a 4 points, très simples. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de suivre cette méthode, tout simplement. Je sais pas si tu veux, je te les donne les 4 points ou pas. Si, bien sûr, ouais, si je veux bien. Donc le premier point, c'est un assopreneur ou un DG à l'aise dans ses fonctions, qui travaille avec une gouvernance efficace. Le deuxième point, c'est une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. Le troisième pilier, c'est un programme d'action concrète avec des livrables utiles. Et le quatrième pilier, c'est une animation dynamique de la communauté avec un relationnel structuré. Ouais, donc on retrouve vraiment, là, dans tout ce que tu dis, on retrouve tout ce qu'on s'est dit là juste avant quand même, dans la position de délégué général. Génial. Écoute, je pense qu'on a bien évoqué tous les points, moi, en tout cas, que je voulais évoquer sur ton métier. Moi, je te propose qu'on passe à la partie entretien mitraillette dont je t'avais parlé. Alors, écoute, décris-nous ton métier en une phrase, s'il te plaît. Donc, le métier de DG, c'est piloter une organisation à but non lucratif, par exemple une association la 1901, et c'est aider à créer cette association le cas échéant, c'est développer cette association et surtout la pérenniser son impact. Ok, super, efficace. Et alors, question un peu bizarre, mais qui m'amuse, c'est si c'était un style musical, ce serait lequel, ce métier-là? Ce serait un medley, en fait, avec du rock, du jazz, du pop, de la funk, du zouk. Voilà, parce que le rythme, il change tout le temps. Ah, génial, ok, canon. Alors, est-ce que tu as une anecdote drôle, insolite, émouvante, enfin en tout cas qui t'a marqué dans l'exercice de ton métier que tu souhaiterais partager? J'en ai plein et ça a été super dur cette question pour moi de choisir. Et finalement, je crois que je vais rester sur le fait que depuis que je fais ce métier depuis 15 ans, ma famille, mes amis, personne ne comprend ce que je fais. Et ils ont tous mis au moins 10 ans à comprendre ce que je fais. Et j'ai souvenir de mon frère mon frère, il est moniteur éducateur, donc il est dans le médico-social. Et en fait, mon frère qui essayait d'expliquer ce que je faisais en étant délégué général d'un cluster d'entreprise, c'était très drôle parce qu'il mettait tous les mots. Sans savoir de quoi il parlait. Et donc voilà, c'est ça, c'est très drôle, c'est que les gens ne savent pas ce que je fais. Quand les gens autour de moi essaient d'expliquer ce que je fais, c'est très rigolo. Ouais, j'ai un peu toujours la même sensation quand les gens expliquent ce que tu fais en marketing. Alors après, quand tu commences à faire du digital, ils te disent « Ah non, mais tu fais des sites internet ». Bon, pas tout à fait, mais bon voilà, il faut toujours qu'ils se raccrochent à un truc. Le marketing, c'est pas toujours simple. Quand tu entends parler les autres de ton métier, c'est assez drôle. Quelles sont tes joies, tes fiertés de l'exercer ? J'adore ce métier. Ma joie, c'est que je peux rire tous les jours avec les gens avec qui je travaille. Et que ma joie, c'est aussi que l'on a un impact, en fait. On aide à avoir un impact. On aide des personnes qui ont été en souffrance ou qui sont en souffrance et on peut faire changer le monde. En fait, on peut vraiment, tout est possible en association. On peut tout faire. Toutes les idées qu'on a, il n'y a pas d'idée folle. On peut tout faire et que le monde peut vraiment être changé par l'associatif. Et quelles sont les plus grosses difficultés, à l'inverse, que tu rencontres dans ton métier ? Ouais. Les plus grosses difficultés, je dirais, c'est la gestion du temps. C'est réussir à faire vraiment sa to-do list. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est aussi de trouver de nouveaux financements. On en a parlé, diversifier le modèle économique.
Ça, c'est très compliqué. Il y a aussi décrypter les enjeux institutionnels, les jeux politiques ou les enjeux politiques de chacun et réussir à passer au-delà ou utiliser correctement les bons chemins dans le monde politique et institutionnel, c'est compliqué. Et là, je ne sais pas si je peux le faire encore, mais j'ai un message pour tous les financeurs. Ce serait que les dossiers des appels à projets, ils sont trop lourds, trop complexes et qu'il faut simplifier tout ça, fluidifier tout ça. C'est pas normal que les DG et les assopreneurs passent autant de temps à compléter des dossiers de financement pour réussir à financer leur impact. Il faut les aider et ça les aide pas de faire comme ça. Oui, un peu de la simplification aussi qu'on a pu avoir dans la création d'entreprise, un peu le même mécanique en fait. Et d'après toi, quelles sont les qualités nécessaires s'il y a une personne qui nous écoute et qui se dit tiens, ça m'intéresse comme fonction, mais quelles sont les qualités en fait qui sont nécessaires pour être un bon délégué général? Déjà, il faut oser, il faut être quelqu'un qui a envie d'agir parce qu'une association qui n'agit pas, elle meurt. Donc, il faut être quelqu'un qui aime être dans l'action. Et je pense qu'il faut beaucoup d'écoute, de la diplomatie et il faut ce langage universel qui permet de comprendre tout le monde, parce que tout le monde a des réalités et des objectifs différents, et d'être compris de toutes les parties prenantes de tout le monde. Voilà. Donc beaucoup d'énergie pour être la locomotive aussi d'une organisation. Et je pense qu'il faut un petit peu de charisme pour inspirer, pour donner envie, pour embarquer en fait les gens dans une cause que l'on défend. Et enfin, je dirais qu'il faut savoir déléguer, parce qu'on ne peut pas tout faire. Surtout un DG, c'est pas tout. Il faut savoir déléguer, savoir missionner la gouvernance, les bénévoles, et donc ça fait le lien avec savoir manager de façon non hiérarchique. Et alors, quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent embrasser cette carrière ? Déjà d'y aller. D'y aller parce que c'est formidable, c'est un métier incroyable. Donc je dirais si on veut y aller, de mettre en avant ses soft skills et de les affûter, parce qu'on peut le faire, on peut les affûter. Ce sont vraiment les relations interpersonnelles dans le métier qui sont très importantes. Je dirais aussi de me contacter parce que je suis très heureuse de discuter avec tout le monde de ce métier, donc je suis passionnée, et surtout d'en parler et d'oser. Voilà. Plus globalement, parce qu'on a tous été dans un cas en tant que soit enfant, soit en tant que parent. Autour de nous, on a des gens qui sont en pleine réflexion sur l'orientation, sur la reconversion. Quel conseil tu leur donnerais à tous ces gens-là en fait, qui se posent des questions ? Je leur donnerais un conseil qu'on m'a donné quand j'étais étudiante, quand j'étais dans mon master, je ne sais plus master 1 ou master 2. J'ai eu un professeur qui m'a dit, dans le territorial, c'est un professeur de l'IAE Lyon où j'ai fait mes études, dans le territorial, il va falloir créer votre métier. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a toujours marqué et je l'ai fait. J'ai vraiment créé mon métier de délégué général en fait. Je l'ai fait amener, je me suis battue pour. J'ai pris les fonctions que j'avais envie d'avoir et celles qu'il fallait avoir pour piloter une association. Donc c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est créer votre métier en fait. C'est génial. Alors ça, j'adore parce que c'est vraiment une de mes motivations dans ce podcast, c'est justement de montrer qu'il y a une infinité de métiers, mais une telle infinité qui dépasse largement les 11 000 métiers qui sont recensés, parce qu'en fait, je trouve que tu peux parler à chaque personne va exercer son métier de manière tellement différente en élargissant ses frontières que finalement, il n'y a pas de limite dans le nombre de métiers possibles. Mais donc, je te rejoins complètement. C'est génial que tu parles de ça. Alors, si on veut te suivre ton actu, te contacter, on fait comment ? Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle Assopreneur, donc c'est www.assopreneur, EUR à la fin.org. Il y a tout dessus, il y a notre inscription à la mailing list, il y a du contact, il y a tout. Écoute, un grand merci Claire d'être prêtée à cet exercice. Et moi, avant qu'on se quitte, tu connais merci le rituel. Avec grand plaisir, c'était vraiment chouette. Tu sais qu'avant de se quitter, je vais te demander de passer le flambeau et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un nouveau métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir ? Oui, je suis trop contente parce que j'ai toujours voulu être détective privé. Donc, si tu peux aller découvrir ce métier, j'adorerais. Canon comme métier. Ah, puis en plus, moi j'aime bien parce que quand on me cite un nouveau métier, en fait j'ai 10 milliards de questions qui me viennent. Alors je peux te dire que là, moi comme tu l'as pas déjà eu celui-là ? Jamais. Et comme je suis une énorme curieuse, je peux te dire que ça va bien me marrer d'interroger un détective privé pour savoir comment il fait, la filature, etc. Bref. Si tu arrives à trouver un détective privé qui est un peu James Bond quand même, ça serait encore plus chouette. Je vais te trouver ça. Ah, génial, super piste. Eh bien, écoute, super. Je te remercie énormément, Claire, de m'avoir consacré autant de temps. Et c'est un métier, effectivement, passionnant. Mais je crois que je dis ça à chaque fin d'épisode. Mais c'est ça qui fait que j'adore faire ce podcast. C'est que, tu vois, je rencontre des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils t'embarquent dans leur monde et que tu raccroches en disant « Mais je ferais bien ce métier, en fait. » Excellent. Merci Julie, parce que ton podcast, il est incroyable de parler des métiers comme ça. Et moi, ça me touche encore plus parce que je pense qu'il faut créer son propre métier. Et merci de donner un peu de voix, de temps aux délégués généraux. Voilà, grâce à toi, il y a des personnes qui vont peut-être se découvrir une vocation. Donc, je te remercie beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu te tendre le micro. Je te dis à très bientôt, Claire. À bientôt, Julie. Au revoir. Bye bye. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi.
Alors pour rentrer en contact avec Claire, rien de plus simple, rendez-vous sur son site www.assopreneur.org. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à Super Métier, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un super nouveau métier.